Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Vue par, l'émission réalisée par Extérieur Jour en plus des habituels films documentaires. On continue de traiter la question de la transition, mais aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à l'inclusion dans cette dernière. Qui y participe? À qui cela s'adresse? Comment impliquer plus de personnes? Pour ce faire, on sera accompagné de 3 représentants d'associations qui travaillent justement sur des projets de transition. On accueille tout d'abord Aurore Brinson de la Fondation Biplanète. Bonjour Aurore. Bonjour. On accueille également Charlotte Van Maldergem du Café Solidaire Boundal. Bonjour. Et enfin, on accueille François Beaufailly en visio, donc de l'association Entraide des Marolles. Bonjour François. Bonjour. Alors Charlotte, je me tourne directement vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases en quoi consiste exactement le projet Café Solidaire Boundal? Alors, le Café Solidaire, c'est un lieu de rencontre, d'échange et de discussion qui a ouvert ses portes dans le quartier Boundal en 2018, donc à Ixelles. Et donc c'est un projet qui a été lancé par un groupe de voisins qui s'est associé pour ouvrir un lieu qui était en fait un espace, c'était des logements sociaux qui étaient abandonnés dans le quartier. Et donc on a contacté la société de logements sociaux pour leur demander si on pouvait occuper l'espace pour y faire des projets collectifs pour améliorer notre qualité de vie. Vous avez des exemples de projets? Donc alors le projet principal, je dirais le cœur du projet, c'est vraiment avoir un endroit où on peut se rencontrer, comme je disais, donc se rencontrer, se réunir, réfléchir ensemble. Et de là, en fait, on décide d'actions qu'on a envie de mettre en place. Et donc, des actions qu'on met en place, par exemple, depuis le début. On fait des récupérations et des distributions d'invendus alimentaires. On fait des repas. Et donc vous avez un large panel d'actions que vous menez. Vous avez éprouvé des difficultés et justement, on va en parler. Pour ça, je vous propose de visionner un court extrait du film Kawa Boundal, un film documentaire réalisé en 2019 par les ateliers urbains du Centre Vidéo de Bruxelles. Dans cet extrait, on met en lumière le côté éphémère d'une action citoyenne. Tout de suite, l'extrait. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même ce projet c'est éphémère. Donc le projet ici c'est en partenariat avec le propriétaire qui est les binômes, mais en attendant de rénovation de l'appartement. Et selon le contrat, on a jusqu'à fin 2020. On a fait une graine, nous on a planté une graine, semé une petite plante et on espère la voir fleurir, même si c'est avec d'autres gens, même si c'est ailleurs à une autre place, à notre local, je ne sais pas, parce qu'il y a des voisins ici que ça fait des années qu'ils attendent des choses comme ça, des lieux surtout là où on peut boire un verre ou un café et sans aucun but, juste pour parler un petit peu, pour partager des expériences, pour partager un peu de l'aide, un peu de coup de main. Heureusement quand même que le propriétaire binôme, sur les 2 dernières années, il s'est un peu ouvert, il a fait beaucoup de partenariats pour des bails précaires avec des ASBL, des collectifs. Ce qui pousse aussi ces ASBL et ces collectifs, qui poussent aussi l'existence de Café Solidaire, qui soutient le Café Solidaire, qui participe dans le Café Solidaire. On a plein de partenariats avec les collectifs présents sur le territoire, que ce soit des collectifs civils, je veux dire, ou que ce soit des collectifs reconnus par l'État ou par la commune. Alors, on vient de voir, Charlotte, qu'à l'époque, vous aviez déjà des problèmes de bail précaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Donc du coup, c'est pas qu'on avait vraiment un problème de bail précaire. Au départ, on savait que c'était là-dedans qu'on se lançait. C'était aussi une opportunité pour nous, puisque du coup, on ne devait pas payer de loyer. Ça n'aurait pas été possible, en fait, pour des citoyens de lancer des projets pareils sans avoir un lieu et sans budget. Je veux dire, c'était bien qu'on ait ce local. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2021, les travaux de rénovation de l'immeuble où on était situé ont démarré et du coup on a dû chercher un nouveau local. On a trouvé un nouveau lieu qui était une ancienne menuiserie, toujours dans le même quartier avec le même propriétaire.
Et on allait s'installer, mais malheureusement, il y a un voisin qui a porté plainte contre nous parce qu'il ne voulait pas qu'on s'installe. Et du coup, qui nous a dénoncé à l'urbanisme pour une infraction urbanistique. Et donc on est bloqué depuis. Donc vous n'avez plus de local actuellement? On n'a plus de local actuellement, donc en fait une demande de permis d'urbanisme est en cours pour ce local, mais ça va prendre plusieurs mois. C'est une très longue procédure. Et voilà, donc en attendant, on a pu relocaliser pas mal de nos activités. Donc on a un Ripper Café qui est hébergé maintenant dans le restaurant social du quartier. Le stade nous a ouvert ses portes aussi, donc on fait des distributions de fruits et légumes là-bas. On a des activités plutôt de yoga, bien-être qui ont lieu dans une autre association du quartier. Et donc voilà, on continue. On a aussi récemment rencontré un nouveau collectif qui vient de s'installer, qui s'appelle L'Accroche. Et donc ça reste quand même crucial de trouver un local pour vous, il faudrait en retrouver un. Alors je me tourne vers vous, François, est-ce que votre association a connu ou connaît des problèmes similaires à ceux cités par Charlotte? Oui, donc assez régulièrement, on a des projets qu'on lance qui sont voilà, qu'on doit arriver à pérenniser. Donc on a un cadre général où on a effectivement des financements qui nous permettent de développer certaines activités. Puis il y a, avec la rencontre justement des publics avec la réalité sociale, on essaie de créer de nouveaux projets. Et pour ça, on tente quelque chose, on essaie de chercher à pérenniser, à pouvoir financer. Alors François, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste exactement votre projet, s'il vous plaît? Donc c'est un projet qui se déploie sur plus ou moins 4 axes et qui veille en fait à toucher et les travailleurs de l'entraide et les usagers et patients de l'entraide des Marolles. Donc c'est vraiment, on fait une action sur l'ensemble des publics qui gravitent ici, donc travailleurs et usagers. Et donc on essaie de développer un projet sur le développement du vélo, à l'entraide. La révolution verte aussi, donc au niveau de développement de plantes, donc on essaie de verduriser l'entraide des Marolles, de faire des actions avec le public autour de la question des plantes, de pouvoir faire des animations autour de la production. On a aussi un axe de réduction des déchets. On essaie de mettre en place des ateliers pour conscientiser à la réduction des déchets et au tri des déchets. Et on a aussi des actions sur des récupérations d'invendus avec le marché des tanneurs, bio-détanneurs ici dans la rue, où effectivement on peut récupérer certains invendus qu'on a commencé à cuisiner avec le public. Alors enfin, je me tourne vers vous, Aurore. Votre fondation Biplanète se veut un peu le médian entre différents acteurs de terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement en quoi consiste votre projet? Oui, tout à fait. Donc Biplanète est une fondation d'utilité publique créée depuis 2015 et qui effectivement vise à mettre en lien différents acteurs autour de la durabilité, donc surtout un soutien à l'émergence d'initiatives citoyennes durables sous forme de collectifs de citoyens ou d'associations et que ces projets puissent émerger un maximum en Belgique. Alors vous soutenez des projets qui sont choisis par un jury indépendant. Concrètement, qui fait partie de ce jury? Est-ce que si demain j'en ai l'envie, je peux en faire partie? Ça dépend fort d'un appel à projet à l'autre, des volontés des communes, puisqu'on travaille beaucoup avec les communes. Mais en général, c'est effectivement Biplanète qui se charge de la mise en place de ce comité d'experts. Dans certains cas, il y a des citoyens qui sont également invités à participer. Vous faites un appel à citoyens directement? Dans certains cas, dans certaines villes, selon les volontés des villes, dans certains cas, il y a des citoyens, parfois 3 citoyens, ou alors il y a même un vote citoyen qui complète un jury d'experts du type d'académiques, des personnes du milieu de la durabilité au sens large, mais que ce soit des journalistes, des personnes de l'administration, des personnes d'une université ou des personnes d'autres associations. Qui viennent naturellement vers vous, vous allez directement les chercher, ces personnes-là? On fait souvent des appels à candidature en fonction des demandes ou de la volonté de la commune. Selon le type d'expertise recherché, le type de thématique aussi. De projet également. Le type de projet, voilà. Et justement, au début de l'émission, on parlait d'inclusion et on s'est demandé si les gens se sentaient concernés par la transition. Eh bien, on est tout simplement allé leur poser la question. Est-ce que vous vous sentez impliqué ou inclus dans la transition, qu'elle soit sociale, écologique, économique, politique ou culturelle? Je pense que nous tous,
Où que nous soyons, nous sommes tous impliqués, hein, je pense bien. Oui, bien sûr, un peu comme tout le monde, quoi. Oui, moi j'aime bien, je recycle chez moi par exemple. Dans la ville, on essaye de polluer le moins possible. Moi je pense, du coup la même réponse, mais aussi question à l'université et tout ça, il y a aussi pas mal de gestes pour participer à l'écologie, réseaux sociaux et tout ça, c'est un mouvement qui est assez présent. Moi je dirais que oui, parce qu'on est quand même une génération conscientisée. Chez nous on a des composts toutes les deux. Oui, comme citoyen du monde, je peux dire que je me suis impliqué à conserver un peu la nature, protéger la mère-terre. Oui, tout à fait. Je pense que chacun est responsable. On n'a pas à attendre de quelqu'un d'autre d'être inclus. Je pense qu'en tant que citoyen, on peut faire quelque chose. Alors, on vient de voir que la plupart des personnes interviewées se sentent incluses dans la transition, mais chacun semble avoir sa propre définition et ses propres actions. Alors, je me tourne vers vous, François. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez également au quotidien? Est-ce que c'est via ce type d'action que vous avez envie d'inclure les gens? Effectivement, moi je pense que les gens se sentent concernés et sont les acteurs de changement. Maintenant, évidemment, les questions qui sont parfois posées, c'est les questions de priorité. Donc, par rapport à la situation sociale qu'on peut accompagner ici, où certaines choses sont parfois prioritaires par rapport à faire d'autres actions qui permettraient de... Mais en même temps, je pense que ça se recoupe parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se faire qui touchent à la question de la transition, qui ont en même temps un impact sur la question de la qualité de vie sociale, la qualité de santé, des économies d'énergie, donc des économies financières. Donc tout ça se recoupe quand même assez bien et le public, je pense, est très preneur de ça. Alors Aurore, est-ce que vous remarquez aussi que les gens se sentent inclus dans la transition? On remarque quand même un public toujours assez, alors je ne vais pas dire identique, mais c'est toujours une catégorie socio-économique, en tout cas toujours assez similaire ou comparable. Maintenant, justement, c'est pour ça qu'on a un projet avec la COCOF pour essayer de voir qu'est-ce que c'est cette inclusion, comment élargir. Pour nous, l'inclusion, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces projets citoyens de transition. Et comment rendre ça plus accessible à tout citoyen. Mais on parle d'inclusion de personnes en position de précarité, mais aussi de handicap et autres types d'inclusion. Donc pour l'instant, ça reste peut-être pas encore assez inclusif, mais comment élargir? C'est un projet. Et Charles, je me tourne vers vous, vous avez la même avis et le même ressentiment qu'Aurore? Alors, je dirais, on en a parlé un petit peu dans le collectif avant que je viens d'intervenir ici sur le plateau. Et du coup, ce qui est sorti des discussions, c'est que donc, pour nous, plus que l'inclusion de tous les publics, on pensait plutôt à une appropriation en fait, des projets et qui, en fait, en général, se fait quand les personnes, dès le départ, ont un pouvoir d'action, ont un pouvoir de décision sur ce qui est en train de se passer. Et que, du coup, voilà, nous, on est persuadés que au lieu de créer des projets qui viennent du dessus et qui sont après, où on cherche après à faire participer des gens. En fait, créer le projet avec eux. Je pense que si on part de projets qui sont créés par les gens, c'est de plus les inclure. Alors là, je veux dire, en général, ça marche super bien. Il y a pas mal de projets du coup qu'on met en place qui sont plutôt liés, je dirais, à la survie parfois. Je veux dire, qui sont plutôt des projets sociaux, comme le Repair Café où on répare des objets. C'est important de toucher ces publics-là et justement on y reviendra. Quand on a préparé cette émission, on s'est également rendu compte que le manque de moyens financiers pouvait représenter finalement un frein à l'implication dans la transition. Pour l'illustrer, on va regarder un court extrait du film documentaire intitulé Bazar dans le climat, réalisé en 2019 par Emmanuel Hanot, qui interroge la place qu'ont et plutôt que prennent les jeunes dans la transition. Tout de suite, l'extrait. Les jeunes de la classe populaire ne manifestent pas. Bah, c'est faux. Ça me vexe. Parce qu'on y met du sien pour soutenir, en quelque sorte. Et ça dit que nous, on fait rien. Les gens qui ne manifestent pas de la classe populaire sont soit occupés parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants, et c'est très important, et que les jeunes ne peuvent pas partir parce que, imaginez un gamin est loin,
et qui demande à sa maman de lui donner l'argent. Mais que sa maman n'a pas l'argent pour faire ça parce qu'elle en a besoin pour leur donner la nourriture. Comment ils font? Elle, par exemple, elle gagne que 1 200 €, mais ce qu'elle voudra pour son fils, c'est qu'il gagne plus tard, il gagne beaucoup plus. Elle va voir ça, par exemple, à l'intermédiaire de l'école. Elle va lui dire de bien travailler à l'école, comme ça il pourra réussir sa vie. Et à ce moment-là, il pourra essayer de changer les choses, parce que lui, il aura le temps d'avoir droit à penser à autre chose que remplir son frigo, avoir de quoi payer le loyer, se réchauffer. C'est pour ça. Donc il y a une influence des parents aussi par rapport à... Il y a une influence de la paye des parents. C'est pas parce que je vais pas manifester que je m'en fous. C'est pas parce que je vais pas manifester que je m'en fous. Mais par exemple, les riches, eux, enfin les bourges en gros, eux, comme ils sont aisés, eux, ils ont le temps de penser au climat. Mais par exemple, c'est ça que je pose cette question. Mais nous, on n'a pas... Enfin, je dis en global, on pense à ça, mais on ne sait pas comment réagir parce qu'on a aussi à penser à plusieurs choses à la fois parce que, à cause de l'argent. Mais eux, comme ils sont aisés, ils ont le temps, Mais c'est pas pour autant que tu t'en fous. Ouais, non, c'est pas pour autant qu'on s'en fout, mais on ne sait pas comment aller réagir en gros. Donc c'est ça, c'est l'impression que les tensions d'école. Alors François, qu'est-ce que vous pensez de l'extrait qu'on vient de voir? Donc oui, on a effectivement des remarques sur les gens qui sont en même temps mobilisés, en même temps qu'il y a certains freins à la mobilisation. Moi, je pense que le public est effectivement conscientisé, mobilisé, et que c'est pas justement spécialement les riches qui s'occupent de ces questions de transition. Je pense que les riches finalement consomment beaucoup plus et que les pauvres, si on est dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est vraiment une question qui concerne tout le monde, les personnes précarisées. Alors Charlotte, est-ce que vous remarquez également, vous en avez un peu parlé, mais que le manque de moyens financiers reste un frein dans l'application de la transition? Oui, tout à fait. L'implication de, par exemple, tous les bénévoles qui s'impliquent dans le projet du Café Solidaire donnent beaucoup de leur temps et peuvent se le permettre parce que souvent c'est des personnes âgées qui sont à la retraite. Les travailleurs ont du mal à dégager du temps pour ce type d'action et vraiment c'est important. L'État a un rôle hyper important à jouer là-dedans en soutenant financièrement des projets qui vont dans ce sens. Pour permettre à tout le monde de participer à ça. En effet, d'abord c'est la survie et après, une fois qu'on peut survivre, on peut se préoccuper du climat. Et s'impliquer, tout à fait. Et je voudrais aussi ajouter que l'inclusion, donc on parle de l'inclusion de tous dans la transition, n'oublions pas qu'il faut aussi inclure les personnes qui sont au pouvoir dans cette transition, c'est-à-dire les grandes sociétés internationales qui polluent la planète, si elles ne sont pas incluses dans ce mouvement de transition. C'est important que tout le monde soit touché. C'est ça, pas mettre la responsabilité uniquement sur les classes populaires en fait. Et alors je me tourne vers vous, Aurore, vous avez le même avis que Charlotte? Oui, et puis c'est un peu l'essence de Biplanet, c'est d'avoir voulu faire en sorte de pouvoir générer des fonds pour la transition et les actions citoyennes, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'une fondation d'utilité publique Biplanet, c'est de pouvoir soulever des fonds pour soutenir ces petites initiatives locales. Maintenant, évidemment, il faut que ça se joue à tout niveau. Et si on regarde plus l'aspect inclusion, évidemment, il y a des personnes qui ont des questions prioritaires à régler avant de... Et justement, on vient discuter des problèmes de moyens financiers, mais on peut se demander si les citoyens sont tout simplement au courant des initiatives près de chez eux. Eh bien, une fois de plus, on est tout simplement à leur poser la question. Où habitez-vous? J'habite en Bolivie. Tournai. Là, j'habite actuellement à Saint-Gilles. Braine-l'Alleud. Moi, je viens de Lannes. Bruxelles. Villevorde. À Anderlecht. Et près de chez vous, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en place par rapport à cette transition? Ça, j'aurais aucune idée. Des initiatives ensemble, non, je dirais non. Je ne sais pas ce qui est mis en place. Il n'y a pas quelque chose qui me vient à l'esprit directement. Moi, j'habite un peu dans les champs, donc il n'y a pas grand-chose question initiative. Oui, il y en a plein. Il faut aller sur le site de la ville de Tournai et oui, on bouge beaucoup de ce côté-là. Oui, bon, près de chez moi, il y a SOS Fin, que je connais, et puis Join for Water. Oui, il y a une organisation qui demande parfois aux habitants de venir un jour dans l'année nettoyer. Et j'ai participé une fois ou deux, c'est chouette parce que, c'est triste parce qu'on voit la poubelle qu'il y a, mais on se sent bien après d'avoir aidé.
En fait, moi, je connais les petits gestes quotidiens, comment dire, comme les bulles à verre, des endroits où mettre ses vêtements, des organisations où on peut donner des nourritures, etc. Mais c'est vrai que je ne cherche pas derrière ces informations. Je suis ma logique d'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vient de constater que la plupart des gens n'ont pas vraiment connaissance des initiatives dans leur quartier, ou en tout cas près de chez eux. Alors je me tourne directement vers vous, François. Est-ce que le monde associatif peut-il être le pivot, le lien entre le citoyen et les initiatives? Donc je dirais que oui, en tout cas pour les associations, pour moi, ont cette place, une place centrale dans le lien entre le citoyen et la société. Je pense que donc effectivement, toutes les associations, les ASBL, ont démarré avec, au départ, c'était finalement des actions citoyennes qui se sont fait reconnaître et financer par l'État parce que, justement, elles étaient d'utilité publique, elles amenaient une plus-value au niveau de la société. Donc, c'est, pour moi, d'office, la place de l'association d'être dans une dynamique de lien entre la société et le citoyen. Pour ça, évidemment, il faut rester attentif à ce que le citoyen renvoie aux associations qu'il fréquente. Et donc, c'est l'association qui doit en même temps recevoir les remarques et les constats de son public et aussi les renvoyer vers... Alors Aurore, justement, la Fondation Biplanète se veut un peu le lien entre les différents acteurs de terrain. Pour vous, le monde associatif doit prendre cette place de pivot? Je pense qu'en tout cas dans la transition, chaque acteur et chaque niveau a sa place. Maintenant, c'est important effectivement que l'associatif puisse aider les petites initiatives à émerger. Maintenant, l'associatif dépend elle-même aussi de financement du public, pour souvent, et malheureusement peu de donateurs, de mécènes, mais il y en a de plus en plus, il y en a quand même qui arrivent. Donc je pense que chaque acteur a sa place dans la société, dans cette transition. Et pour vous, c'est pas à l'État de prendre cette place, c'est plutôt le monde associatif? Je pense que chacun vraiment a sa part, mais Biplanète a été vraiment créé effectivement pour jouer ce rôle de pivot et de lien entre différents acteurs, entreprises, publics, citoyens. Alors Charlotte, est-ce que vous avez le même avis, le même point de vue qu'Aurore? Je suis d'accord avec Aurore sur le fait qu'il y a plein de niveaux en fait, d'action et que chacun a son rôle à jouer là-dedans. En effet, c'est vrai que pour avoir plutôt l'expérience au niveau, je dirais, des citoyens et du monde associatif, on a souvent ce sentiment d'impuissance face aux enjeux qui nous dépassent complètement. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir s'associer, faire des liens entre nos initiatives, créer des réseaux pour pouvoir après avoir plus d'impact et de pouvoir d'action. Pour avoir une base solide aussi, de créer des réseaux. Oui, et être entendu, pouvoir faire du lobbying par exemple sur certaines questions. Enfin, avoir un vrai poids dans le débat. C'est ça, avoir plus de poids, de pouvoir de décision en fait, et d'action. Parfait. Je pense que c'est une belle façon de conclure cette émission. Merci à toutes et à tous d'être venus pour parler de vos projets. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours sur BX1 pour un nouvel Extérieur Jour. Pour clôturer cette émission, on propose un morceau des secrets de session du Festival francophone. Le principe est très simple, réunir des artistes qui ne se connaissent pas et leur donner 2 heures pour créer un morceau de toute pièce. On se quitte sur Doki Doki, composé lors de l'édition 2021. Merci à tous.